5 mai 1986, Paris. Ce matin-là, personne ne sait encore qu'un homme vient d'entrer dans l'histoire criminelle française. Un homme dont le nom n'est pas encore connu. Un homme dont la police ne possède qu'une description imparfaite. Et surtout, un homme qui, pendant les 35 prochaines années, va réussir à rester libre. Mais le plus incroyable dans cette histoire, ce n'est pas seulement qu'il ait échappé aux enquêteurs. C'est qu'au moment où la police française cherchait désespérément cet homme, lui continuait sa vie. Il travaillait, il avait une famille, il fréquentait d'autres personnes. Et selon les éléments révélés après son identification, il avait même exercé dans les forces de l'ordre. Mais pour comprendre comment cette traque a commencé, il faut revenir à ce lundi 5 mai 1986. Dans le 19e arrondissement de Paris, une famille commence sa journée comme n'importe quelle autre. Cécile Bloch a 11 ans. Elle doit se rendre à l'école. Quelques heures plus tard, pourtant, quelque chose ne va pas. La jeune fille ne se présente pas à ses cours. Sa famille s'inquiète. Puis l'inquiétude devient panique. Les recherches commencent. Et dans l'immeuble où vit la famille, les enquêteurs vont découvrir une scène qui va bouleverser le quartier. Cécile est retrouvée morte dans les sous-sols de l'immeuble. La police comprend immédiatement qu'elle n'a pas affaire à un simple accident. L'enfant a été agressée. Elle a été violée et tuée. La nouvelle se répand. Un meurtre d'une violence terrible vient d'être commis au cœur de Paris. Les enquêteurs commencent alors à reconstruire les dernières heures de la victime et rapidement, un détail attire leur attention. Un homme aurait été aperçu dans l'immeuble. Plusieurs témoignages permettent de dresser progressivement son portrait. Un homme d'environ 25 ans, grand, les cheveux châtains, et surtout, un visage marqué par des cicatrices ou des irrégularités qui rappellent les traces laissées par une forte acné. La police réalise alors un portrait robot. Le visage est diffusé dans les commissariats, dans les dossiers, dans les médias. Les enquêteurs espèrent qu'un jour quelqu'un reconnaîtra cet homme, mais ils ne savent pas encore à quel point cette image va devenir célèbre. Un surnom finit par apparaître, le grêlé, un nom étrange pour un criminel sans identité. À partir de ce moment, le portrait robot devient presque le visage d'un fantôme. La police possède une description, les enquêteurs ont des témoignages, ils ont des indices, mais ils n'ont pas de nom. Et surtout, ils ne savent pas encore qu'ils viennent peut-être de rencontrer le début d'une série de crimes. Car moins d'un an plus tard, Paris va de nouveau être frappé. 29 avril 1987. Dans le quartier du Marais, au cœur de Paris, Gilles Politi, 38 ans, et Irmgard Müller, une jeune Allemande de 20 ans, sont retrouvés morts dans un appartement de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. La scène est particulièrement violente. Les enquêteurs examinent chaque détail. Ils cherchent une connexion avec d'autres affaires. Et progressivement, une hypothèse apparaît. Le même homme pourrait être impliqué. Un criminel qui semble capable de changer de comportement, de choisir ses victimes et de disparaître avant même que les enquêteurs comprennent ce qui s'est passé. Puis vient un détail qui va bouleverser toute l'enquête. Les enquêteurs découvrent qu'un même profil génétique peut être retrouvé sur plusieurs scènes. À l'époque, la technologie ADN n'est pas encore celle que nous connaissons aujourd'hui. Mais les traces sont là. Le criminel laisse derrière lui quelque chose qu'il ne peut pas effacer. Son ADN. Pendant des années, les enquêteurs vont conserver cette preuve.
un profil génétique sans nom, un ADN appartenant à un homme que personne n'arrive à identifier. Le portrait robot est connu. L'ADN est connu. Mais l'homme reste introuvable, et c'est là que commence le véritable cauchemar. Parce que le tueur n'a pas disparu. Il n'est pas parti à l'autre bout du monde. Il n'a pas changé de continent. Il semble simplement avoir continué à vivre, comme si rien ne s'était passé. Et pendant que les enquêteurs français cherchèrent le visage du grêlé, quelqu'un, quelque part, connaissait déjà la véritable identité de cet homme. Mais personne ne le savait encore. L'homme que la police cherchait sans savoir qui il était les années passent. 1986 devient 1987, puis 1988, puis 1990, puis 1994. Le temps avance, mais le dossier du grêlé reste ouvert. Pour les enquêteurs, le problème est immense. Ils savent que plusieurs affaires peuvent être liées. Ils possèdent des éléments biologiques. Ils ont des témoignages. Ils disposent d'un portrait robot. Mais ils ne savent pas qui chercher. Et surtout, ils commencent à comprendre une chose terrifiante. Le grêlé pourrait connaître les méthodes de la police. Dans plusieurs affaires, l'homme semble avoir une certaine assurance. Il aurait utilisé une fausse qualité. Des éléments de son comportement avaient également conduit les enquêteurs à envisager qu'il puisse être policier ou gendarme. La possession supposée d'une carte professionnelle et d'un talkie-walkie, ainsi que sa connaissance du jargon des forces de l'ordre, renforcent cette piste. Cette hypothèse devient alors l'une des pistes les plus intrigantes du dossier. Et pourtant, elle ne permet toujours pas de trouver le coupable. Les enquêteurs cherchent, ils comparent les témoignages, ils examinent les anciens dossiers, ils tentent de comprendre le parcours du suspect. Mais le grêlé semble s'être relativisé. En 1994, une nouvelle affaire attire l'attention. Un autre, Seine-et-Marne, une jeune femme de 19 ans, Karine Leroy, disparaît le 2 Son corps se retrouvé dans le lit. Les enquêteurs ont examiné la possibilité avec lui. Cette affaire devient un des dossiers associés au ministère public. Il faut être précis. Le lien avec François Vérole et le grêlé n'a pas été établi de la même manière que pour les crimes ayant fourni des éléments ADN. Pourtant, l'hypothèse est suffisamment sérieuse pour que son nom reste associé à cette enquête. Et puis, le silence. Après 1994, les crimes attribués au grêlé cessent. Ou plutôt, les enquêteurs ne disposent plus d'éléments suffisants pour le relier à de nouveaux faits. Le mystérieux criminel semble avoir disparu. Pendant ce temps, la police continue son travail. Le dossier évolue. Les technologies progressent. Les analyses ADN deviennent plus précises. Et les enquêteurs comprennent que le profil génétique retrouvé sur certaines scènes pourrait être la clé de toute l'affaire. Mais avoir un ADN ne signifie pas forcément avoir un nom. Il faut pouvoir comparer. Il faut avoir une base de données. Il faut trouver le bonhomme. Et pendant longtemps, personne ne correspond. Le grêlé devient alors l'un des plus célèbres cold cases de France. Son portrait robot continue d'exister. Les années passent. Les générations de policiers changent. Certains enquêteurs quittent dans la police. D'autres arrivent, mais le visage du grêlé reste. Un visage imprimé sur du papier. Un visage dans des archives. Un visage que les enquêteurs connaissent presque par cœur, mais personne ne sait à qui il appartient. Puis,
arrive une nouvelle époque. La technologie ADN permet d'aller plus loin. Les enquêteurs recommencent à examiner les dossiers, ils croisent les informations, ils reprennent certaines pistes et une idée devient de plus en plus importante. Si le grêlé était réellement un ancien membre des forces de l'ordre, alors il pourrait exister quelque part dans les fichiers de la police ou de la gendarmerie. La piste devient sérieuse. Les enquêteurs vont alors se concentrer sur les hommes qui étaient en poste dans la région parisienne au moment des crimes. Des centaines de noms, des centaines de profils, des centaines d'ADN à comparer. Mais parmi tous ces hommes, il y en a un qui va bientôt recevoir une convocation. Son nom, François Vérove. À ce moment-là, personne ne sait encore que cette convocation va déclencher le dernier chapitre de l'une des plus longues traques criminelles de France. Vérove est alors âgé de 59 ans, ancien gendarme, ancien policier, père de famille, un homme qui, extérieurement, mène une vie normale. Il n'est pas encore officiellement identifié comme le grêlé, mais les enquêteurs veulent son ADN. Et cette fois, ils sont peut-être à quelques heures de découvrir la vérité. Le jour où le fantôme a commencé à avoir un nom, en 2021, 35 ans se sont écoulés depuis le meurtre de Cécile Bloch. 35 ans, une génération entière. Pourtant, le dossier n'est pas mort. La police française travaille toujours. Les enquêteurs ont désormais une arme que ceux de 1986 ne possédaient pas. La puissance des analyses ADN modernes. Le principe est simple. Le criminel a laissé son empreinte génétique sur certaines scènes. Les enquêteurs possèdent donc un profil. Ce qu'ils n'ont pas, c'est l'identité. Mais si l'ADN d'un suspect peut être obtenu, alors tout peut changer. Une opération de grande ampleur est lancée. Plus de 750 hommes ayant servi dans la gendarmerie en région parisienne à l'époque des faits sont concernés par les investigations. L'objectif est clair, trouver celui dont l'ADN correspond au profil du grêlé. Parmi les personnes convoquées se trouve François Vérove, un ancien gendarme, un ancien policier, un homme qui a quitté depuis longtemps les forces de l'ordre. À ce moment précis, les enquêteurs ne savent pas encore qu'ils sont sur le point de refermer une boucle commencée en 1986. Vérove doit se présenter à une audition. Un prélèvement ADN est prévu. La date approche. Mais soudain, quelque chose d'étrange se produit. Le 27 septembre 2021, son épouse signale sa disparition. François Vérove ne se présente pas au rendez-vous prévu avec les enquêteurs. Pourquoi ? Personne ne le sait encore officiellement. Mais quelques jours plus tard, la réponse va apparaître. Le 29 septembre 2021, dans un appartement loué au Gros du Roi, dans le Gard, un homme est retrouvé mort. Il s'agit de François Vérove. L'ancien gendarme s'est suicidé. Pour les enquêteurs, la nouvelle est stupéfiante. L'homme qu'ils voulaient interroger est mort. La personne dont ils voulaient obtenir l'ADN n'est plus là pour répondre aux questions. Mais une question demeure. Pourquoi François Vérove s'est-il suicidé précisément à ce moment-là ? Les enquêteurs vont examiner les éléments retrouvés sur place. Et ils découvrent notamment une lettre d'adieu, une lettre dans laquelle Vérove reconnaît avoir commis des crimes. Mais il affirme également, selon les éléments rapportés à l'époque, qu'il n'aurait plus commis de faits criminels depuis plusieurs années. Il ne donne cependant pas tous les détails permettant de résoudre chaque dossier. Le mystère n'est donc
pas totalement terminée. La police possède maintenant un homme, mais elle doit encore savoir si cet homme est réellement le grêlé. La réponse va venir grâce à la science. Le parquet ordonne immédiatement une comparaison ADN. D'un côté, le profil génétique retrouvé sur plusieurs scènes de crime. De l'autre, l'ADN de François Vérove. Les enquêteurs attendent. Pendant 35 ans, ils ont attendu. Mais cette fois, ils n'attendent plus un nom. Ils attendent une correspondance. Et finalement, le résultat arrive. L'ADN correspond. Le fantôme a enfin un nom. Le portrait robot a enfin une identité. Le grêlé. C'est François Vérove. Pour les familles des victimes, cette annonce est un choc. Pour les enquêteurs, c'est la fin d'une traque qui aura duré 3 décennies et demie. Mais pour la justice, une nouvelle question apparaît immédiatement. Combien de crimes François Vérove a réellement? Son ADN permet de relever à certaines scènes. Sa lettre apporte de nouveaux éléments. Et son suicide est aussi jamais un homme qui connaissait peut-être les méthodes de la police. Mais ce qu'il découvre dans 2021 est encore plus troublant. Le grêlé n'avait pas disparu. Il avait simplement changé de vie. François Vérove avait une famille. Il était père. Il avait construit une existence qui, en apparence, semblait normale. Il avait travaillé dans les forces de l'ordre. Et au fil des années, il avait réussi à vivre au milieu des autres sans être identifié comme le criminel que la police recherchait depuis 1986. C'est cette contradiction qui rend l'affaire si troublante. Pendant que son portrait robot circulait dans les archives policières, l'homme représenté par ce portrait vivait quelque part. Pendant que les enquêteurs analysèrent des preuves, lui continuait sa vie. Pendant que les familles attendaient des réponses, le dossier restait sans nom. Et puis, soudain, tout s'est effondré. La convocation ADN a été le moment décisif. Selon les éléments rapportés après sa mort, Vérove savait qu'il risquait d'être identifié. Il a alors choisi de mourir avant de rencontrer les enquêteurs. Son suicide a empêché un interrogatoire. Et cette absence de procès laisse un vide immense. Les victimes et leurs familles n'auront jamais la possibilité de voir cet homme répondre devant une cour d'assises. Il n'y aura pas de procès, pas de confrontation, pas de longues audiences permettant de reconstituer chaque détail. La vérité devra être reconstruite à partir des preuves, des dossiers, des témoignages, de l'ADN et de la lettre laissée derrière lui. Les enquêteurs vont alors reprendre plusieurs affaires. Certaines semblent clairement liées au profil génétique du grêlé. D'autres nécessitent encore des investigations. Une des questions concerne notamment Karine Leroy, disparue à Meaux en 1994. Son meurtre a longtemps été associé au grêlé dans les récits médiatiques et policiers, mais les circonstances exactes et le niveau de preuve diffèrent des affaires où l'ADN a permis une attribution directe. C'est là toute la difficulté d'une enquête vieille de plusieurs décennies. Un suspect peut être identifié, mais cela ne signifie pas automatiquement que chaque crime non résolu lui appartient.
Les enquêteurs doivent donc séparer les faits établis des hypothèses. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire du grêlé si complexe, car derrière le nom de François Vérove se cache peut-être une histoire criminelle plus vaste. Peut-être d'autres victimes, peut-être d'autres affaires. Mais certaines questions resteront probablement sans réponse. Pourquoi a-t-il arrêté? Pourquoi a-t-il continué à vivre normalement? Comment a-t-il pu supporter pendant 35 ans le risque d'être identifié? Et surtout, comment a-t-il réussi à passer sous les radars de la police alors que son ADN était déjà connu? Une partie de la réponse se trouve dans l'époque. En 1986, la science ADN n'est pas encore suffisamment développée pour permettre l'identification immédiate. Les bases de données génétiques n'ont pas la puissance actuelle. Les informations sont dispersées. Les fichiers sont moins connectés. Les technologies sont limitées. Le temps joue donc en faveur du criminel. Chaque année qui passe rend l'enquête plus difficile. Les témoins vieillissent. Les souvenirs changent. Les preuves disparaissent. Les dossiers s'accumulent. Mais l'ADN, lui, reste. C'est peut-être cela le véritable fil rouge de cette affaire. Pendant 35 ans, le grêlé a pu changer de métier, changer de ville, construire une famille, vieillir. Mais il ne pouvait pas changer son ADN. Et en 2021, c'est finalement cette trace invisible qui a détruit son anonymat. Pourtant, l'histoire n'est pas totalement terminée. Parce qu'en 2026, de nouvelles investigations continuent encore d'examiner d'autres affaires susceptibles d'être liées à François Vérove. L'une d'elles concerne le meurtre de Gilberte Gaudry, retrouvé mort en Essonne en 1990. Selon des informations publiées par Le Parisien en janvier 2026, une expertise graphologique aurait conclu que François Vérove était l'auteur de falsifications sur des chèques volés à la victime, tandis qu'un élément balistique avait également été présenté comme reliant l'affaire à une arme retrouvée après sa mort. Mais même là, la prudence reste nécessaire. Une enquête peut apporter de nouveaux éléments sans que toutes les questions judiciaires soient définitivement tranchées. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Car peut-être que le dossier du grêlé n'était pas celui d'un seul criminel et de quelques victimes connues. Peut-être que son véritable parcours criminel était beaucoup plus vaste. Et peut-être que certaines familles attendent encore une réponse. 35 ANS après, le visage du grêlé a enfin un nom. Pendant 35 ans, le grêlé n'était pas un homme. Il était un visage, un portrait robot, une silhouette dans un dossier, un nom de code, un fantôme. Pour les enquêteurs, il représentait l'un des cold cases les plus difficiles de l'histoire récente de la police française. Pour les familles, il était une question sans réponse. Qui a fait ça? Pourquoi? Et surtout, où était-il? La réponse est arrivée en septembre 2021, mais elle n'a pas ressemblé à ce que beaucoup imaginaient. Le grêlé n'a pas été arrêté lors d'une spectaculaire opération policière. Il n'a pas été menotté, il n'a pas comparu devant un juge, il n'a pas entendu les familles des victimes raconter leur douleur. Il est mort avant que la justice puisse le juger. François Vérove a emporté avec lui une partie du secret, mais il a aussi laissé derrière lui suffisamment d'éléments pour permettre aux enquêteurs de confirmer son identité. Son ADN, sa lettre, son parcours, les éléments de l'enquête. Cela a permis de mettre sur le visage du grêlé
choses auraient pu être faites plus tôt. L'affaire du grêlé pose donc une question difficile sur le fonctionnement de la justice et de la police. Comment un homme dont l'ADN était déjà présent dans plusieurs dossiers a-t-il pu rester inconnu pendant aussi longtemps? Comment a-t-il pu vivre une vie presque normale? Comment a-t-il pu se retrouver lui-même au sein des forces de l'ordre alors que des enquêteurs cherchaient son identité? Ces questions resteront au cœur du débat, mais il faut aussi se souvenir d'une chose. Derrière le surnom Le Grêlé, derrière les portraits robots et les articles de journaux, il y avait des victimes, des familles, des vies détruites et des proches qui ont attendu pendant des décennies. Pour eux, 2021 n'a pas été simplement l'année où un cold case a été résolu. C'était l'année où un visage a enfin reçu un nom. Mais c'était aussi l'année où ils ont compris que l'homme qu'ils avaient recherché pendant tant d'années ne serait jamais devant un tribunal. Il ne répondrait jamais à leurs questions, il ne raconterait jamais toute son histoire. Et certaines zones d'ombre resteraient pour toujours. Aujourd'hui encore, les enquêteurs examinent d'autres pistes susceptibles de relier François Vérove à des crimes supplémentaires. Et cette possibilité change complètement notre perception de l'affaire. Parce que pendant 35 ans, la question était « Qui est le grêlé ?» Désormais, nous connaissons la réponse. Mais une autre question, peut-être encore plus inquiétante, demeure. Combien de victimes a-t-il réellement laissé derrière lui? Et c'est peut-être là que se trouve le véritable mystère. Car un homme peut mourir, un criminel peut disparaître, un dossier peut être officiellement clos, mais les traces qu'il laisse derrière lui, elles peuvent continuer à parler pendant des décennies. Une empreinte, un ADN, une lettre, une vieille photographie, un portrait robot. Parfois, il suffit d'un seul détail pour faire tomber un mensonge vieux de 35 ans. Dans l'affaire du grêlé, ce détail était invisible à l'œil nu. Son ADN. Et pendant que les enquêteurs français cherchaient pendant des décennies un homme caché dans l'ombre, la vérité était peut-être beaucoup plus proche qu'ils ne l'imaginaient. Le monstre qu'ils recherchaient avait un visage. Il avait un nom. Et pendant 35 ans, il avait vécu parmi les autres.